Salut mes machines de guerre. Aujourd'hui, on va faire un cours très important en psychiatrie. C'est parmi les cours les plus importants à comprendre, c'est les troubles anxieux. Les troubles anxieux, déjà, pour introduire mon cours, je vais dire que tous les troubles anxieux ont en commun un seul symptôme, qui est l'anxiété, qui est pathologique. Ok, on a rajouté le mot pathologique car on est tous un peu plus ou moins anxieux selon les événements de notre vie, mais là c'est une anxiété pathologique, c'est-à-dire c'est une anxiété dite pathologique. Pourquoi? Car elle est excessive, car elle est envahissante, car elle est permanente, ou elle peut être transitoire dans l'aigu, mais toujours avec une souffrance significative, avec une gêne du fonctionnement de l'individu. Du moment qu'on a une anxiété qui gêne notre fonctionnement, qui gêne tous les secteurs de notre vie, qui nous laisse un peu à l'écart du groupe, qui fait en sorte que nos liens familiaux, nos liens amicaux, nos liens sociaux sont altérés, à ce moment-là, on parlera d'une anxiété pathologique. Donc, il y a différents types de troubles anxieux. On va tous les aborder dans cette vidéo et je vais essayer d'être synthétique, simple et rapide. Donc, on a d'abord le premier. Donc, la mère des névroses, qu'on va voir comme l'appelle Freud, c'est le trouble d'anxiété généralisée, le TAG. En fait, je voulais juste préciser que tous ces troubles d'anxiété sont bien évidemment des névroses. Ok, ce sont des névroses qui peuvent se décompenser et évoluer vers des névroses plus compliquées, voire des troubles dépressifs, des troubles bipolaires et tout, comme ça peut évoluer vers d'autres choses, des addictions et tout. On va voir après. Donc, premier trouble anxieux qu'on va voir, c'est le trouble d'anxiété généralisée. Puis, on va voir les troubles phobiques. Comme je disais, on va voir les tags en premier, panique, trouble de panique en deuxième lieu, troubles phobiques en troisième lieu. Quatrièmement, c'est les troubles obsessionnels compulsifs, les TOC. Parmi les TOC qu'on pourrait avoir aussi, on pourrait avoir des troubles du comportement alimentaire. Désolé, voilà. Après, on a le cinquième et dernier trouble anxieux qu'on va voir, c'est l'état de stress post-traumatique ou bien le PTSD et les états de stress aigu. Bref, donc il y a 5 troubles anxieux qu'on va voir en gros dans ce cours. Et une petite remarque là-dessus, on vous dit les attaques de panique ou bien et l'agoraphobie, c'est-à-dire la peur des lieux publics et tout. L'agoraphobie survient dans le cadre de plusieurs de ces troubles. Ok, les attaques de panique et l'agoraphobie peuvent survenir dans ces troubles, pas que dans un seul. C'est pourquoi on les a pas mis comme un trouble à part entière, ok, mais comme un syndrome qui peut survenir durant l'un de ces troubles. Très bien, donc on commence par les attaques de panique. Donc ce n'est pas un trouble anxieux en soi, mais qui peut survenir dans ces différents troubles qu'on a cités. Donc c'est quoi l'attaque de panique? C'est classiquement ou bien publiquement, c'est la crise d'angoisse. C'est la crise d'angoisse. C'est une crise d'angoisse aiguë, brutale, sans raison apparente, qui dure 10 minutes à moins de 2 heures. Okay, de 10 mais toujours moins de 2 heures, de 10 minutes mais toujours moins de 2 heures, qui se termine par une sensation de soulagement et une asthénie, une fatigue. Les symptômes physiques qui dominent dans les attaques de panique sont les palpitations, la tachycardie, la sensation d'oppression, une douleur au niveau du thorax, des sueurs, des tremblements, des nausées, des vertiges, des contractures musculaires et de la polachyurie, c'est-à-dire le fait d'uriner plusieurs fois. Okay, donc ça, c'est des symptômes qu'on est angoissé, qu'on est dans une crise d'angoisse, qu'on est dans une attaque de panique, tout simplement, c'est clair. Ok, à ces signes peuvent s'ajouter d'autres signes, ok, affectifs ou cognitifs. Il n'y a pas que les signes somatiques physiques, il y a aussi des signes affectifs cognitifs qui peuvent s'ajouter, comme la peur d'un danger imminent, la peur de mourir, de devenir fou, la dépersonnalisation, c'est-à-dire le sentiment d'étrangeté par rapport à soi, et la déréalisation, c'est le sentiment d'étrangeté par rapport aux autres, par rapport à l'environnement. Donc tout ça, ce sont des signes psychiques qui peuvent attaquer, qui peuvent, accompagner durant l'attaque de panique. Ok, donc c'est simple, l'attaque de panique est très simple. De 10 minutes à 2 heures, elle est aiguë, elle est brutale, elle se termine à la fin de ces 2 heures
par une sensation d'asthénie, de soulagement. Au fait, c'est une peur. C'est une peur de mourir, de devenir fou, de dépersonnalisation, de déréalisation. Voilà, donc il faut la différencier d'un infarctus du myocarde, d'une crise d'asthme, d'une hypoglycémie, d'une hyperthyroïdie. D'ailleurs, le bilan thyroïdien, il est systématique, d'une hyperventilation, d'un prolapsus de la valve mitrale et d'une intoxication à la caféine ou aux amphétamines. C'est-à-dire, après avoir éliminé tous ces diagnostics différentiels, je vais parler, j'aurai le droit de parler d'une attaque de panique. D'où la nécessité, comme on vous dit, d'un bilan paraclinique avant de retenir le diagnostic d'attaque de panique, comme je viens de vous dire. Très bien. Et là, une petite remarque, qu'il y a un patient qui va faire une attaque de panique, puis il va rechuter, il va faire de nombreux épisodes, de nombreuses répétitions régulières d'attaque de panique, va nous introduire dans le premier trouble qu'on va voir, qui est le trouble phobique. Donc, comment peut-on définir le trouble phobique? Le trouble phobique, c'est la répétition de plusieurs attaques de panique avec persistance entre les crises d'au moins un mois, ok, sur une période d'au moins un mois. Donc, il y aura persistance de la crainte de survenue de nouvelles attaques de panique. C'est-à-dire, on a durant un mois des répétitions d'attaques de panique, et entre ces crises-là, il y aura la persistance de la crainte d'une autre attaque de panique. C'est ça le trouble de panique. Et une agoraphobie peut s'installer dans 30% des cas. Le trouble de panique touche surtout les femmes entre 20 et 30 ans. Ça, c'est une déduction. Donc, il y a 3 modes d'évolution des troubles de panique. Soit c'est une atténuation et une disparition, soit c'est une aggravation, c'est une apparition d'une agoraphobie. Comme je vous ai dit, l'agoraphobie, c'est la peur de l'extérieur. Donc, il va faire quoi? Il va s'isoler chez lui-même. Il y aura une invalidité socio-professionnelle, un état dépressif, avec conduite suicidaire, l'abus d'alcool, l'automédication, la pharmacodépendance. Donc là, quand ça ne s'atténue pas, quand ça s'aggrave. Et il y a aussi le troisième mode évolutif, c'est la rémission, mais il y a toujours une persistance d'une anxiété anticipatoire. Donc, ça dépend. Soit c'est moyen, soit c'est bien, ça va s'atténuer, soit c'est grave. Comment on va traiter un trouble de panique? Par des antidépresseurs tricycliques ou bien des inhibiteurs des récepteurs à la sérotonine ou bien par des anxiolytiques, des benzodiazépines. Mais attention, les benzodiazépines, il y a une forte dépendance. Lors de l'attaque par voie IM, on va donner soit un antidépresseur ou un anxiolytique, puis un relais Péros quand ça s'améliore pour une durée de 8 à 12 semaines le tout, avec l'IM et l'IV, y compris la dégression. Très bien. Bien évidemment, toujours des psychothérapies. Euh, donc des thérapies cognitivo-comportementales, comme on le dit toujours. Très bien, ça c'est pour le trouble de panique assez simple. On passe au trouble phobique. C'est quoi une phobie? Une phobie, c'est une peur irrationnelle qui n'est pas logique, qui n'est pas normale, d'un objet ou bien d'une situation ou bien d'une activité. Et cette activité, situation, voire objet, on l'appelle objet phobogène. C'est celui dont on a peur. C'est celui qui déclenche en nous cette peur irrationnelle. Cette peur disparaît en l'absence de l'objet. Quand l'objet n'est pas là, on est normal, on est une personne normale. Mais il faut savoir que pour les troubles phobiques, le sujet, il est vraiment conscient. Il a une conscience du caractère excessif et absurde de ses craintes. Il va vous dire, je ne sais pas pourquoi, c'est absurde, je ne veux pas, mais j'ai cette peur irrationnelle. Il y a 3 types de phobies. Il y a les phobies simples, il y a les phobies sociales et il y a l'agoraphobie, quand on a peur carrément de sortir, on ne peut pas sortir, on veut s'isoler. Très bien, donc on va parler de chacune. On a les phobies simples ou phobies spécifiques. Les phobies simples ou phobies spécifiques. Donc, les phobies simples ou phobies spécifiques, elles ont... Donc, la phobie simple ou phobie spécifique, elle a un début précoce. C'est entre 5 ans à 9 ans. C'est surtout, généralement, chez l'enfant. Mais elle peut persister jusqu'à l'âge adulte. Okay. C'est généralement un objet précis ou bien une situation spécifique. La peur d'un animal, du son, d'une injection, des examens endoscopiques, d'un bruit, d'un orage, d'une hauteur, de l'eau. Donc là, l'évitement, il est assez facile. C'est simple, un seul objet, il n'y a pas de problème. Il n'a pas besoin de traitement médicamenteux. Les thérapies cognitivo-comportementales donc sont juste indiquées s'il y a une gêne.
parce que ça va disparaître avec l'âge. Comme ça peut persister, dans ce cas-là, les thérapies sont indispensables. Puis on a les phobies sociales ou bien troubles d'anxiété sociale. Là, c'est une peur d'être observé, d'être jugé par autrui. Donc, il a peur des performances de groupe, la peur de parler en public, la peur de rougir en public. Il y a ceux qui ont peur de manger en public, d'écrire en public. Donc là, euh, il a la peur d'être humilié. Il a cette peur d'être humilié, cette peur d'être dévalorisé, cette peur d'être mal jugé. Donc, ces situations sont évitées, donc tu vas rester quand même à l'écart, tu vas quand même rater beaucoup d'opportunités dans ta vie, soit elles sont vécues, mais avec une anxiété aussi intense. Donc là, des thérapies cognitives ou comportementales s'imposent, parce que ça touche quand même à la vie sociétale du sujet. L'agoraphobie, comme j'ai dit, c'est une peur de l'extérieur, des lieux publics, par extension de la foule, des transports, des endroits fermés aussi, c'est la claustrophobie surtout, mais là l'agoraphobie c'est surtout lié aussi aux lieux publics où il y a des gens. Donc là, des gens surtout qu'on ne connaît pas, donc c'est des personnes qui ont peur de quitter leur lieu sécurisant, leur domicile, donc soit ils vont éviter toute sortie, soit ils vont vivre donc cette socialisation avec une grande souffrance, soit ça va nécessiter un accompagnateur qu'il connaît, un sujet qu'il connaît. C'est ce qu'on appelle l'objet controphobique. Dans les formes sévères et invalidantes, le malade ne sort plus de chez lui. Il reste toujours dans son domicile. Donc là, le traitement s'impose. Okay, on va traiter par des antidépresseurs, des tricycliques, des benzodiazépines. Même dans le cas des phobies sociales, on peut traiter. Okay, avec bien sûr une utilisation prudente, limitée dans le temps pour les benzodiazépines, risque de dépendance. Et aussi, les TCC, les thérapies cognitives ou comportementales, sont indiquées dans tous les cas. Là, on a terminé avec l'attaque de panique, les troubles de panique, troubles de panique, troubles de phobique. Là, on va aller parler des troubles d'anxiété généralisée, ce qu'on appelle les TAG. Donc, le TAG, on doit avoir cette évolution dans le temps. Pour parler d'un trouble d'anxiété généralisé, c'est-à-dire il y a une évolution dans le temps. Comment peut-on décrire ce TAG? Le TAG, c'est un état d'inquiétude permanente, sans aucun événement extérieur qui l'explique et qui dure depuis plus de 6 mois. Donc il faut qu'il y ait cette évolution dans les 6 mois pour dire qu'on est devant un trouble d'anxiété qui est généralisé. Donc dans ce cas-là, il n'y a rien qui le justifie, mais il y a cette anxiété généralisée que le sujet vit jour après jour. Il vit dans une insécurité et il anticipe anxieusement des événements qui vont être malheureux et qui vont le détruire. Il n'est jamais rassuré, il est toujours inquiété, il attend le pire. Il ne voit que le négatif dans sa vie et dans la vie, et il ne voit que le négatif, il attend que des événements malheureux et il n'attend que le désespoir, et ça le rend anxieux. Et on peut comprendre cette anxiété généralisée. Par exemple, dans la durée du confinement, du Covid et tout, il y avait des gens qui avaient vraiment peur. Ils avaient cette peur de mourir, de perdre leurs proches ou tout ce qui est lié donc à la maladie et tout. Et donc, il pouvait y avoir rapidement ces troubles d'anxiété généralisés. Cette peur, et même si elle n'est pas expliquée dans ce cas, quelqu'un qui a une trouble d'anxiété généralisée, même si tout est résolu, il n'y a plus rien, il aura toujours ce trouble d'anxiété généralisée, même sans cause. Donc ça va entraîner bien sûr des troubles somatiques qui vont être constants, un type d'asthénie, toujours fatigué, des palpitations, des contractions musculaires, une sécheresse buccale, la pollacurie, les céphalées, une altération du fonctionnement social et professionnel. Il ne peut pas bien fonctionner étant donné qu'il attend le pire et qu'il vit ce malheur au quotidien, toujours, pendant 6 mois ou plus. Donc comment ça va évoluer? C'est chronique, donc dans cette phase chronique après 6 mois, il y aura des phases de rémission et d'exacerbation des symptômes. Les complications sont à type d'état dépressif, avec conduite suicidaire, voire conduite addictive. Donc il peut se plonger dans des addictions qui vont le réconforter
et lui donner un sentiment de réconfort, il peut se suicider carrément si ça atteint le bout et il peut être déprimé aussi et inhiber tout dans sa vie. Comment peut-on traiter ce tag? C'est par des benzodiazépines, 2 à 3 semaines, ou bien par des ISRS, et bien évidemment, toujours accompagné par des thérapies cognitivo-comportementales et un apprentissage d'une technique de relaxation et surtout d'une respiration. La respiration aide beaucoup à calmer l'anxiété. Donc là, quand vous remarquez, dans tous les troubles anxieux qu'on va voir, ça peut évoluer vers des troubles dépressifs, vers des conduites suicidaires, vers des conduites addictives. C'est toujours les trois euh, complications qui vont toujours revenir. Et comme vous l'avez remarqué, le traitement, c'est toujours soit des anxiolytiques à type de benzodiazépine, des ISRS, des antidépresseurs s'il y a des troubles dépressifs qu'on a eu comme complications, et des CCC qui sont toujours accompagnatrices, qui sont toujours en premier plan. Très bien. Maintenant, on va aller aux troubles obsessionnels compulsifs, le TOC. Les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, en fait, c'est quoi? C'est le développement d'obsessions et ou de compulsions qui parasitent la pensée et le comportement et deviennent souvent invalidantes. C'est-à-dire là, c'est une obsession. Quand on dit une obsession, c'est-à-dire elle ne se sépare pas de nous. Et une compulsion, c'est-à-dire c'est l'acte qu'on va faire qui va adoucir ou bien qui va réconforter l'anxiété qu'on avait quand on avait l'obsession. Donc l'obsession, c'est qu'on doit faire ça, sinon l'anxiété s'empare de nous. Et la compulsion, c'est quand l'acte est fait et que l'anxiété est réconfortée. Donc elle est constante, elle est là, elle parasite la pensée et elle devient souvent invalidante. Constante dans le sens où l'obsession, elle est là si la compulsion n'a pas été faite, si l'acte n'a pas été produit. Généralement, c'est durant l'adolescence, c'est 2%, il y a beaucoup de gens qui ont des obsessions. Les deux sexes sont touchés également. Donc, c'est quoi l'obsession? C'est quoi la compulsion? L'obsession, c'est une idée, c'est une image, c'est une représentation que le patient reconnaît toujours, il a toujours la conscience, on a dit on est comme dans les névroses, donc il a toujours conscience que c'est absurde, que ce n'est pas normal d'avoir ça, que c'est irrationnel, que normalement il ne devrait pas avoir ça, mais il l'a, c'est pas contrôlé, c'est involontaire. Et s'impose et se répète malgré tous les efforts faits pour s'en débarrasser. Il fait des efforts pour se débarrasser, malgré ça, ça se répète. Ça s'impose à lui, il est obsédé. Et puis on a les compulsions et les rituels. Les compulsions et les rituels, ce sont des actes, des comportements. Le caractère, il est toujours illogique, mais il ne peut s'empêcher de les accomplir sous peine de crise d'angoisse. Il va se dire, si je ne fais pas ces compulsions, j'aurai la crise d'angoisse et il l'aura. Ok, il l'aura. Et puisqu'il sait c'est quoi une crise d'angoisse, il va faire quoi? Il va faire ses actes et ses comportements. Voilà, par exemple, et il doit se laver les mains 20 fois. Il doit, par exemple, s'il fait sa prière, il doit refaire à chaque fois. Il fait minimum, par exemple, 50 fois ses ablutions avant la prière. Donc, c'est des obsessions. Par exemple, les troubles du comportement alimentaire. Il doit, par exemple, il a la boulimie, et l'hyperphagie et la boulimie. Il doit manger tout, puis il doit se faire vomir. C'est des obsessions et des compulsions. Par exemple, il y a ceux qui ont des obsessions, je sais pas moi, il doit marcher, par exemple, chaque jour 10 000 pas, puis ça peut aller vers l'obsession. Ça peut devenir une obsession. Ça peut devenir une obsession. Le sport, par exemple, aussi, ça peut devenir une obsession. S'il ne fait pas sa séance, il ne se sent pas bien, etc. Mais il y a des obsessions qui vont aller vraiment très loin. Après, c'est surtout celle des lavages, de l'alimentation, etc. Mais il y a beaucoup, beaucoup de types d'obsessions. Comment ça peut évoluer? Sans traitement, un tiers des cas guérissent, un tiers des cas s'améliorent, ou bien ont des troubles intermittents, et un tiers des cas s'aggravent, voire se généralisent, euh, voire il y aura même des complications dépressives. Sous traitement, 60 à 80%, donc vous voyez, c'est plus qui vont s'améliorer. Donc le traitement donne des améliorations plutôt précoces. On doit le donner précocement, avant la dépression et tout. Pour le traitement, on a des antidépresseurs tricycliques. On a la durée, elle est de 6 mois.
Et si amélioration, on va diminuer par palier de 25% tous les 3 mois. Bien sûr, les TCC en moins 18 mois pour les TOC. Très bien. Maintenant, on va passer par l'état de stress post-traumatique. On va finir avec ça. Ok, la PTSD. PTSD, c'est quoi? C'est à la suite d'un événement soudain et violent. Là, donc, on peut l'expliquer. C'est un séisme, c'est un accident grave, c'est une menace de mort, c'est une torture, c'est un viol, c'est un enlèvement. Donc là, il y a un événement qui l'explique. Il existe souvent, même le Covid, l'exemple que je vous ai donné, on peut le classer plus dans l'état de stress post-traumatique. Donc là, un temps, il faut qu'il y ait un temps entre l'événement traumatisant et l'apparition du trouble. Ok, ce qu'on appelle la phase de latence. Elle doit être là, la phase de latence. Elle doit durer plus d'un mois. Ok, le trouble doit durer plus d'un mois. Donc, il faut qu'il y ait un événement, une phase de latence et que ce stress post-traumatique, pour qu'on dise qu'on est dans un état de stress post-traumatique, il doit durer plus d'un mois. Vous m'avez compris. Donc, la clinique, elle a 3 principaux signes. C'est le syndrome de répétition, donc il est constamment revécu. Il y a des flashbacks du jour, du cauchemar, du jour où il y avait le traumatisme et des cauchemars la nuit. Il y a un syndrome d'évitement, c'est-à-dire le patient évite le stimulus en rapport avec le traumatisme. Par exemple, quelqu'un qui ne passe pas par la route où il y avait, je sais pas, l'accident, quelqu'un qui marche par exemple que qu'à droite, qu'à gauche, parce il y avait un événement traumatisant, par exemple, à cette place-là. Et il y aura aussi l'asthénie, le repli sur soi. Donc il évite le stimulus et il est en asthénie, il est replié sur lui-même et il a un syndrome d'hypervigilance anxieuse. Le syndrome d'hypervigilance anxieuse, c'est un état d'alerte constant avec trouble de la concentration et du sommeil. Très bien. Voilà. Donc, tous ces symptômes s'accompagnent de quoi? D'une réorganisation de la personnalité autour d'une régression narcissique. C'est-à-dire, il se croit vraiment voilà, que c'est le seul, qu'il est spécial, que pourquoi c'est lui, qu'il est le centre un peu, avec une dépendance affective et des revendications. C'est-à-dire, il va te dire que je suis une victime, que toujours il va rester bloqué dans cet événement traumatisant qui l'a traumatisé tout simplement et qui lui a donné ce stress, il va rester dans ce malheur, dans ce mal-être de dépendance, de revendication, de narcissisme. Sa personnalité ne va plus être la même parce qu'il aura ce syndrome de répétition, d'évitement, d'hypervigilance anxieuse qui va lui pourrir un peu la vie. Et puis, on a, après l'état de stress post-traumatique qui dure un mois et tout, on a l'état de stress aigu. Donc là, c'est le même tableau qu'auparavant, juste que la durée elle est inférieure à un mois. Du coup, là, elle doit survenir dans les mois qui suivent l'événement traumatisant, mais elle va partir après. Elle ne va pas durer un mois. C'est juste aigu. Donc, comment on va traiter ce stress après un traumatisme? C'est que pendant la période de latence, si on est là, donc là, toute verbalisation est thérapeutique. C'est-à-dire, on doit écouter le patient, on doit le laisser verbaliser, mettre des mots sur ce qu'il a vécu, exprimer ses sentiments, exprimer ses émotions et faire ressortir ce stress. Ça permet d'éviter le processus pathogène de s'installer. C'est-à-dire, il va se comprendre mieux, il va comprendre mieux que c'est un événement traumatisant, que c'est normal d'avoir ce stress, que c'est normal de vivre ces émotions, c'est totalement normal et qu'il peut passer le cap. Maintenant, si le trouble il est déclaré et qu'on n'a pas pu l'aider durant la phase de latence, c'est-à-dire on ne l'a pas eu durant la phase de latence, on l'a eu juste après que le trouble s'était déclaré, là, une psychothérapie de soutien, une thérapie cognitivo-comportementale va l'aider et elle est indispensable, et une chimiothérapie, voire des anxiolytiques ou des ISRS, là, s'il y a besoin. Toujours les ISRS, les anxiolytiques et tout, faut éviter si les thérapies cognitivo-comportementales marchent seules. Sinon, on peut les rajouter. Et je vous remercie pour les troubles anxieux.